Paulin, tout d'abord, je voudrais remercier Paulin Smart pour avoir accepté l'invitation pour faire la conférence, notre aula magna du PPGH cette année 2021. L'année que l'école doctorale, notre master doctorat, complète 50 ans. Et les recherches sur l'esclavage sont très importantes ici parmi les chercheurs, étudiants et professeurs. Merci Paulin. Voilà. Alors, d'abord, je prendrai la parole. Tout d'abord, moi, pour te remercier très chaleureusement, Alexandre, de cette invitation et dire généralement l'honneur et le plaisir que représente cette invitation et le fait de pouvoir parler devant vous depuis Paris, malheureusement. Et j'en suis vraiment désolé, mais en français parce que je ne parle pas du tout le portugais brésilien et voilà, donc je m'exprime en français et je m'en excuse. Alors, la réflexion que je voudrais proposer aujourd'hui, elle porte sur les questions de méthode dans l'analyse de l'esclavage en Grèce ancienne et plus particulièrement sur la pertinence qu'il peut y avoir pour les historiens des périodes anciennes, ou pour les historiens, disons, de l'esclavage en Méditerranée antique, à sortir de leur champ de spécialité pour, comprendre ce qu'a été l'esclavage antique. Et je crois que cette excursion, de toute façon, elle peut emprunter différentes formes, soit que les historiens entreprennent de comparer ces sociétés anciennes avec tout autre type de société ayant recouru à l'esclavage dans l'histoire, à d'autres périodes de l'histoire, soit qu'ils décident, au contraire, enfin c'est une autre approche, je pense, voilà, le texte, voilà, le texte en brésilien apparaît en même temps. Donc, je disais, je vais peut-être reprendre depuis le début, c'est peut-être plus simple, que ma réflexion va porter aujourd'hui sur les questions de méthode dans l'analyse de l'esclavage en Grèce ancienne, et plus particulièrement sur la pertinence qu'il peut y avoir pour les historiens antiquisants à sortir de leur spécialité pour comprendre les sociétés esclavagistes antiques. Et cette excursion en dehors de l'Antiquité classique, elle peut prendre différentes formes, soit que les historiens comparent ces sociétés anciennes avec d'autres types de sociétés ayant recouru à l'esclavage à d'autres périodes de l'histoire, soit qu'ils décident de s'affranchir des limites du monde antique gréco-romain, par exemple en intégrant l'analyse du monde des cités grecques à un paradigme plus global qui serait celui de l'ensemble de la Méditerranée, par exemple en contestant l'idée d'une exceptionnalité grecque. Donc il s'agit pour moi aujourd'hui d'interroger le profit, mais aussi les limites de ces démarches qu'on peut nommer comparatistes ou globales dans l'analyse de l'esclavage antique, et cela s'inscrivant dans le prolongement, disons, de types de travaux que j'ai déjà effectués sur les sociétés esclavagistes, sur la société esclavagiste athénienne à l'époque classique et hellénistique, et dont Alexandre a parlé. Mais il me semble que, c'est déjà ce dont je vais parler après, il me semble que ça suppose d'emblée de distinguer deux types de démarches. Ça suppose, je crois, de distinguer clairement deux types de démarches. Celle qui relève, à mon sens, et cette distinction n'est pas toujours très bien faite, mais de l'histoire comparée, à proprement parler, et de l'histoire globale, d'un autre côté. Et je crois que ces deux termes ne sont pas équivalents, absolument pas équivalents, et qui dessinent deux stratégies de recherche qui sont très différentes chez les historiens de l'esclavage en général, et même bien au-delà du champ des antiquisants à proprement parler. Il existe d'une part ce qu'on peut appeler
c'est ce qu'il y avait avant. Il existe d'une part ce qu'on peut appeler un comparatisme de type morphologique qui considère que toutes les sociétés esclavagistes de l'histoire peuvent être comparées en dépit de la distance qui les sépare dans le temps et dans l'espace. Donc je disais que d'une part, il existe ce qu'on peut appeler un comparatisme de type morphologique qui considère que toutes les sociétés esclavagistes de l'histoire peuvent être comparées en dépit, malgré la distance qui les sépare dans le temps et dans l'espace. Ce type d'approche a été inspiré évidemment par le structuralisme ou par la sociologie de Max Weber, par exemple, qui a beaucoup inspiré le travail de Orlando Patterson, sur lequel je vais revenir, ou de quelqu'un comme Moses Finlay. On peut changer. Et ce type d'approche considère qu'il existerait bien une forme d'invariant de l'esclavage et des sociétés esclavagistes qui justifie que leurs institutions, autodues au sens large, puissent être comparées d'une société à l'autre. Par exemple, il serait pertinent de comparer les droits de l'esclavage, les structures démographiques ou les organisations en termes de genre produites par l'esclavage dans la Rome ancienne, dans le califat de Sokoto au XIXe siècle ou dans les Antilles coloniales, pour prendre 3 exemples. La question reste quand même à chaque fois de savoir à quel moment est-ce qu'on peut parler de société esclavagiste à proprement parler, puisque Moses Finlay faisait cette distinction entre société à esclavage, societies with slaves, et société esclavagiste à proprement parler. Bon. Toutes les sociétés qui ont recours à l'esclavage ne sont pas des sociétés esclavagistes. Ce type de démarche, donc que moi j'appelle le comparatisme de type morphologique, centré sur les institutions des sociétés esclavagistes, a été contesté depuis, disons, une trentaine d'années par nombre de travaux qui relèvent de ce qu'on peut appeler l'histoire globale de l'esclavage, qui entendent donc étudier l'esclavage comme un phénomène global et globalisant. Et de fait, dans la mesure où l'esclavage relève d'une histoire pluricontinentale, des migrations forcées, qu'elle est liée, que l'esclavage est lié évidemment à l'exploitation des produits mondialisés, qu'ont été le tabac, le sucre, le coton, que l'esclavage a été à l'origine de diaspora et de processus de créolisation qui en résultèrent, même si cette question de la créolisation est évidemment discutée, mais il est sûr que la traite et l'esclavage ont été des vecteurs de globalisation des sociétés humaines au fil de l'histoire. Dans ce genre d'approche globale, plutôt que des sociétés esclavagistes en tant que telles et leurs institutions, c'est le recours à l'esclavage, compris comme un processus dynamique, qui se rapporte toujours à des stratégies situées historiquement, qui est au centre de l'analyse. C'est tout le thème développé par Joseph Miller de l'esclavage comme stratégie, notamment. Chez les promoteurs de cette approche globale de l'esclavage, il y a très souvent un refus d'une définition universelle ou universalisante de l'esclavage, qui à chaque fois est critiquée comme étant une forme d'abstraction et une mauvaise traduction au regard des multiples formes de dépendance qui peuvent exister dans toutes les sociétés. Et de ce point de vue, on peut passer, de ce point de vue, la polarité constitutive entre des individus libres et des esclaves serait propre aux sociétés de l'Amérique coloniale et de l'Antiquité classique, mais serait plutôt l'exception. Et de ce point de vue-là, elle devrait être provincialisée si on réfléchit à toutes les formes d'esclavage au fil de l'histoire. Et bien souvent, plus que l'esclavage au sens strict, c'est le système mondial de travail forcé qui est au cœur de cette analyse globale, l'esclavage étant une forme parmi d'autres de travail non volontaire à côté d'autres formes de servitude ou d'engagisme, d'indenture, de travail forcé sous contrat. Les partisans de cette approche globale ont souvent dénoncé la naïveté, et ce qui serait une naïveté épistémologique
de la tradition comparatiste, ou que j'appelle morphologique. Par exemple, une grande figure de l'histoire globale, aujourd'hui, Sébastien Conrad, a écrit, par exemple, que, à ses yeux, le temps de la comparaison rigide et systématique de cas indépendants est peut-être révolu, ajoutant que les comparaisons elles-mêmes deviennent une partie de l'histoire globale. Et souvent, je trouve la façon dont les historiens du global parlent du comparatisme, à mon avis, pose problème, ou en tout cas me dérange. Et je suis frappé souvent par l'absence de référence à toutes les réflexions sur la relation entre morphologie et histoire, qui trouve son origine dans le structuralisme, mais qui demeure une question toujours bien vivante. Et ces critiques semblent souvent ignorer toute une tradition de pensée très riche, en particulier chez les antiquisants, sur laquelle la méthode comparatiste n'est pas une fin en soi, mais une forme d'expérimentation contrôlée qui permet de vérifier ou d'infirmer des hypothèses sur ce qui sous-tend et ce qui explique, disons, le fonctionnement des différentes sociétés esclavagistes. Et c'est dans ce sillage que se situe en tout cas le livre que nous essayons de faire et dont je dirai un mot tout à l'heure. Voilà, cette distinction entre deux types d'approches est au cœur des travaux récents des spécialistes de l'esclavage en Grèce ancienne. Pendant très longtemps, il est certain que c'est la première approche, disons institutionnaliste, ou qui relève du comparatisme morphologique, qui a été privilégiée. Pour plusieurs raisons. D'abord, une forme d'ethnocentrisme, c'est-à-dire la difficulté qu'ont les classicistes à concevoir le monde gréco-romain en l'intégrant à l'environnement de l'ancienne Méditerranée, c'est-à-dire en pensant qu'ils appartenaient vraiment au même monde que les Hittites ou que les Carthaginois. Pendant très longtemps, on a isolé, disons, la Grèce et Rome de l'environnement méditerranéen plus large. Mais aussi, ça tient, je crois, au prestige intellectuel de deux traditions. La tradition marxiste, qui, à partir des réflexions sur la notion de mode de production esclavagiste, a isolé des configurations types, c'est-à-dire l'Athènes classique et l'Empire romain, disons, du 1er, 2e siècle. Et aussi, évidemment, la tradition romaniste, qui considère que le droit romain en particulier, est le meilleur cadre pour étudier le phénomène de l'esclavage. Et d'une certaine façon, Moses Finlay appartient à cette double tradition, d'ailleurs la tradition marxiste et la tradition romaniste. Bon. Et c'est cette approche-là, du coup, qu'on peut dire institutionnaliste, qui a dominé les études pendant très longtemps. Mais depuis une dizaine d'années, que par exemple des auteurs comme Kostas Vlasopoulos, David Lewis ou Julien Zurbach, on pourrait dire que l'approche globale au sein des études sur l'Afrique a le vent en poupe. Et c'est vrai que je crois que l'approche globale, ou on pourrait dire aussi l'approche méditerranéenne, peut considérablement enrichir notre approche de l'esclavage ancien, mais en même temps, je crois qu'il y a toujours une grande pertinence à repenser la démarche comparatiste d'un point de vue morphologique, et c'est les deux points que je vais essayer de montrer, c'est-à-dire l'intérêt de ces deux types d'approches. Tout d'abord, un domaine, par exemple, pour lequel cette perspective globale est particulièrement pertinente, c'est tout simplement la question de l'apparition de la société esclavagiste dans les mondes grecs à partir de la fin du 7e et du début du 6e siècle avant notre ère. Si on reprend le récit traditionnel qui a très longtemps fait autorité pour essayer de comprendre comment était née, disons, la société esclavagiste dans la Grèce archaïque. Moses Finlay, toujours lui, nous avait appris que
l'avènement des droits politiques attachés à la citoyenneté aurait été indissociable du développement de l'esclavage marchandise. Il a avancé cette phrase célèbre dans laquelle il parle de l'avancée main dans la main de la liberté et de l'esclavage en Grèce à l'époque archaïque. Ce qu'expliquait Finlay, c'est que la participation politique du démos, du peuple, l'avènement du statut de citoyen et la généralisation de l'esclavage marchandise seraient allés ensemble, main dans la main, marquant définitivement la transition de la période archaïque à la période classique. Et pour Finlay, la société esclavagiste en Grèce ancienne avait une date et un lieu de naissance, l'Athènes des réformes de Solon, donc au début du VIe siècle avant notre ère. Son modèle, son idée, c'était que c'était une révolution politique à l'intérieur de la société athénienne, l'esclavage pour dette, et c'est le terme grec, en dehors de la cité. Et c'est la fin de l'esclavage pour dette qui, du coup, aurait précédé et même rendu nécessaire l'esclavage marchandise. Et c'est comme ça que, dans le courant du VIe siècle, l'esclavage marchandise serait devenu massif en Méditerranée. Bon. Donc on a cette articulation entre la dette, l'esclavage, la citoyenneté et la démocratie. Et en fait, c'est le lien entre ces trois dimensions qui sort, on peut dire, transformé d'une approche globale ou méditerranéenne c'est-à-dire qui intègre les transformations de la Grèce archaïque dans un panorama plus large qui est celui de l'ensemble des sociétés méditerranéennes au 7e et 6e siècle. Parce que qu'est-ce qu'on observe? On observe tout d'abord que l'esclavage pour dette, c'est-à-dire la réduction à perpétuité au statut d'esclave d'un débiteur, est une modification essentielle des formes de dépendance en Méditerranée dans la deuxième moitié du 7e siècle, mais qu'elle se produit en Grèce, mais aussi ailleurs en Méditerranée. Les esclaves, on les voit très bien dans les contacts que les Grecs nouent avec d'autres peuples, les indigènes en mer Noire, par exemple, ou dans le sud de la France à la fin du 7e siècle. Dans les textes juifs qui sont contemporains, comme la prophétie d'Ézéchiel qui doit dater de la fin du 7e siècle, on voit bien que le développement de l'esclavage marchandise est très clair. Et l'esclavage marchandise se développe avec l'esclavage pour dette. C'est-à-dire, on voit bien que l'esclavage pour dette se développe dans toute la Méditerranée, c'est l'âge de l'esclavage pour dette, c'est-à-dire l'asservissement permanent d'un débiteur, ce qui est en soi une transformation radicale des formes traditionnelles de dépendance, puisqu'il ne s'agit pas d'une servitude temporaire, provisoire, mais un changement d'identité permanent qui engage la dépendance, même la descendance du dépendant. Donc désormais, la dette devient un motif d'asservissement d'une personne dans sa propre communauté et dans une grande partie de la Méditerranée orientale. Et ce processus, il doit certainement être compris comme une sorte de mouvement réactionnaire de la part des élites de ces communautés. Et c'est en ça qu'on peut parler de l'esclavage comme d'une stratégie, comme le disait Joe Miller. C'est-à-dire que les créanciers prêtent de l'argent pour pouvoir avoir une main-d'œuvre esclave. Bon. Cette transformation, dans le monde grec, on peut l'observer, elle est très sensible entre le monde de l'épopée et le monde que décrit Hésiode. Dans le monde de l'épopée homérique, on voit bien que c'est un lien de type paternaliste qui organise la relation entre un maître et son esclave, par exemple entre Ulysse et Eumée. Dans les Travaux et les Jours, qui est postérieur, on voit bien que le maître privilégie le travail des libres qui sont issus de la communauté
mais ce qui implique que désormais, les esclaves viennent de l'extérieur de la communauté. Ils sont pensés comme intrinsèquement étrangers à la communauté. On comprend que cette transformation, qui s'est traduite dans le cas athénien, à la fois par le développement d'un esclavage d'origine étrangère et la réduction en esclavage d'une partie de la population athénienne, est antérieure à la réforme solonienne. La réforme solonienne, contrairement à ce que pensait Finlay, consistait à répondre à cette situation. Elle n'est pas la conséquence de cette situation, elle répondait à cette situation. C'est donc sur la base de l'esclavage pour dette que l'esclavage marchandise est né, et non comme son alternative. Néanmoins, la réforme solonienne demeure fondamentale en ce qu'elle conduit à désolidariser la question de la dette et celle de l'esclavage, puisque à partir de Solon, le débiteur n'est plus sous la menace de l'esclavage, ce qui est une transformation sociale et politique absolument considérable. Il y a cette désolidarisation de la dette et de l'esclavage qui caractérise le monde grec à partir du VIe siècle et qui le distingue d'une partie du reste de la Méditerranée. Bon, je crois que du coup, on peut passer. On voit bien qu'en intégrant notre regard sur, je crois, voilà, en intégrant notre regard sur le monde des cités grecques dans l'ensemble de la situation méditerranéenne, notre regard est transformé. Enfin, en tout cas, on adopte un autre regard sur le 7e siècle. C'est-à-dire que le regard de Finlay était vraiment polarisé par les évolutions internes au monde des cités. Il ne prenait pas du tout en compte leur insertion dans le monde méditerranéen et n'a pas analysé assez précisément les processus et les dynamiques conduisant au développement foudroyant de l'esclavage marchandise et à la naissance des sociétés esclavagistes. Si au contraire, on adopte une perspective sensible aux relations entre les cités et aussi à leur capacité marchande, c'est le modèle de la cité marchande, notre représentation de l'essor de l'esclavage change. Par exemple, le modèle de Finlay ne permet pas de comprendre ce qui se passe dans une autre cité qui est absolument pionnière dans le développement de l'esclavage marchandise, c'est la cité de Chios, puisque, vous le savez peut-être, si on en croit un auteur comme Théopompe, c'est Chios qui aurait inventé l'esclavage marchandise. Hein, c'est la première cité qui aurait eu recours à l'achat d'esclaves. Or, qu'est-ce qu'on sait sur une cité comme Chios? On sait que la présence des esclaves sur l'île était massive dès le VIe siècle. Thucydide dit à cette occasion que c'est la cité qui contient le plus grand nombre d'esclaves dans l'ensemble du monde grec. Or, le développement de l'esclavage à Chios n'est pas le résultat d'un processus politique, comme le pensait Finlay, mais c'est le produit d'une spécialisation économique, centrée sur l'exploitation viticole et tournée vers l'exportation. C'est le passage à une viticulture spéculative à grande échelle qui a entraîné le passage à un système esclavagiste de masse. Système qui reposait non pas sur l'asservissement d'une population sur place, mais sur le commerce des esclaves, ce qui était rendu possible par la dynamique propre à l'esclavage marchandise. Mais ça supposait aussi l'insertion de la cité de Chios dans l'ensemble des échanges en Méditerranée orientale. Bon. Donc, je pense qu'on peut passer. Ce qui me semble important, c'est qu'on voit bien que le développement foudroyant de l'esclavage à Chios ne peut se comprendre qu'à l'échelle de l'insertion de la cité dans l'ensemble des échanges qui sont ceux de la Méditerranée. Bien au-delà du monde grec. Et donc là, en l'occurrence, comme pour ce que je disais auparavant à propos de la dette, seule une perspective méditerranéenne
permet de comprendre ce qui se joue dans la naissance des sociétés esclavagistes, et non pas, comme le croyait Finlay, l'évolution de la vie politique ou de la vie civique. Donc, tout en reconnaissant la pertinence de cette approche globale ou méditerranéenne, je veux toutefois insister sur le profit qui demeure à défendre, je crois, le comparatisme de type morphologique. Comme je l'ai dit, enfin, comme Alexandre en a parlé, c'est ce que nous essayons de faire dans un livre qui devra sortir à la fin du mois d'août, qui regroupe une cinquantaine d'auteurs et qui s'appelle « Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée ». Alors, ce livre est composé de 3 parties. Dans la première partie, nous souhaitons donner à voir la diversité des configurations esclavagistes au fil de l'histoire. Donc, cette partie comprend 50 articles qui privilégient à chaque fois des descriptions précises, depuis la préhistoire jusqu'au début du XXIe siècle. La troisième partie, transformation, interroge les grandes mutations du phénomène esclavagiste à travers l'histoire. Donc, par exemple, la naissance des sociétés esclavagistes en Méditerranée, l'expansion de l'islam, l'ordre de la race. Bon. Mais la principale originalité du livre réside, je crois, dans sa deuxième partie, que nous sommes 3 à rédiger, et dans laquelle il s'agit, donc avec moi, Cécile Vidal, qui est une spécialiste des sociétés américaines, et Benedetta Rossi, qui est une africaniste. Et la principale originalité du livre donc, tient à cette deuxième partie. Il s'agit à chaque fois d'aborder transversalement un ensemble de thèmes ou d'institutions qui sont communes à la plupart des sociétés esclavagistes. Donc, les entrées sont par exemple celles du genre, de la parenté, de la propriété, de la dette, de l'esclavage urbain, la mort, pour donner quelques exemples qui sont traités dans l'ensemble des sociétés esclavagistes. Alors, de quelle façon est-ce que le livre essaie de se débrouiller avec la question du comparatisme? Je dirais que la difficulté est de 2 ordres. La première, évidemment, réside dans la définition même du fait esclavagiste, par-delà la diversité des idiomes ou des termes qui existent pour qualifier des régimes de dépendance. Est-ce qu'une définition universelle de l'esclavage est possible? C'est pas sûr. On peut dire qu'il existe chez les juristes, chez les anthropologues et chez les historiens, pour le dire de façon très globale, 2 grandes définitions antagonistes de l'esclavage. La première fait porter l'accent sur les droits de propriété qu'exerce le maître sur l'esclave, avec l'idée que c'est l'exercice de ce droit sur l'intégralité de la personne de l'esclave qui différencierait l'esclavage d'autres formes de statut de dépendance, parmi lesquelles le servage ou différentes formes de travail forcé. C'est ce cadre juridique fondé sur la propriété qui est à l'origine de la Convention de Genève de 1926, dont le premier article stipule que l'esclavage est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. La seconde définition insiste au contraire sur l'acte de désocialisation ou d'exclusion dont procède l'esclavage. Le déshonneur ou la mort sociale, pour reprendre l'expression célèbre de Orlando Patterson, définirait l'esclavage. Et la propriété, dans ce cas-là, ne serait qu'un attribut secondaire par rapport à l'exercice d'un pouvoir collectif et individuel, celui des maîtres, qui se réalise par l'exclusion des esclaves des dimensions constitutives de la vie sociale, et cela en vue d'en tirer le plus grand profit. Bon. Ces 2 définitions sont apparemment contradictoires. Moi, je crois pour ma part qu'il faut abandonner la folle ambition d'une définition de l'esclavage qui s'appuierait sur une caractéristique unique pour être pertinente en tout lieu et en tout temps. Et je pense que davantage qu'une définition universelle de l'esclavage, il est préférable d'adopter une analyse en termes de gradient susceptible de reconnaître les situations esclavagistes à un faisceau d'éléments dont la composition ne cesse de varier.
L'esclavage, dans ce cas-là, ne doit pas s'aborder sous la forme d'un invariant ou d'un universel, mais à travers une multiplicité de traits qui se chevauchent et s'entrecroisent, parmi lesquels l'exercice plus ou moins exclusif d'un droit de propriété, l'exclusion de la parenté, la violence systémique, et c'est leur parenté entre ces différentes formes, plutôt que leur identité, qui autorise à reconnaître d'une société à l'autre la présence de l'esclavage. On peut se référer de ce point de vue à la proposition de Wittgenstein, qui est un théoricien du travail comparatiste, lorsqu'il évoque l'image du câble d'un navire, dont l'entremêlement des fibres est si dense qu'il permet à ce dernier d'être solidement amarré, le fil est solide, même en l'absence d'un fibre continu. Et je pense que c'est une image qui peut être précieuse pour le travail comparatiste. En somme, il en va de l'esclavage comme de concepts nécessairement flous, dont le sens ne s'éclaire que dans des contextes précis d'énonciation. Mais ce constat, je crois, n'est pas une entrave au travail comparatiste. Et au contraire, je crois souvent que la quête de définition a priori constitue souvent un obstacle à la réflexion. La deuxième difficulté réside dans la pratique du comparatisme. Le comparatisme que nous défendons dans le livre n'est pas un évangile qui postulerait une analogie de principe entre tous les esclavages, certainement pas, mais une méthode expérimentale pour faire surgir des embranchements inattendus et susciter l'imagination scientifique. Donc le but, c'est évidemment pas d'élaborer des idéotypes, mais de construire des instruments pour éclairer réciproquement chacune des sociétés étudiées. Donc, de ce point de vue-là, il s'agit, par le comparatisme, de déjouer toute prétention à l'universel en opérant un constant travail de singularisation et donc en éclairant transversalement un ensemble de situations qui sont des variantes parmi d'autres au sein d'une trame complexe sans qu'un type d'esclavage ou un idéal type d'esclavage, par exemple l'esclavage atlantique ou l'esclavage de l'Antiquité gréco-romaine, ne soit considéré comme un modèle. Donc le genre, la propriété, la mort, le travail, pour prendre quelques-uns de ces catégories, sont moins des catégories universelles que des perspectives ou des fenêtres depuis lesquelles les expériences esclavagistes dans l'histoire se donnent à voir dans toute leur singularité. Et la question, de ce point de vue-là, est particulièrement sensible d'un point de vue politique. Elle est sensible en France, et je sais qu'elle l'est au moins tout autant, et peut-être même sans doute plus encore, au Brésil. Parce qu'aujourd'hui, en France, il est clair que l'histoire esclavagiste et coloniale de la France a longtemps été refoulée. Et l'esclavage n'était pas une question digne d'intérêt dans les cursus universitaires et scolaires ordinaires. On étudiait très peu l'histoire des Antilles françaises, l'histoire d'Haïti, l'histoire de Saint... Bon, voilà. Mais depuis une vingtaine d'années, la mémoire de l'esclavage et des descendants d'esclaves commence peu à peu à se faire entendre en France. Et ça provoque, en retour, une très nette offensive réactionnaire et nationaliste qui se scandalise contre ce qui apparaît être un désir de repentance ou de culpabilisation insupportable de la France. Et ces penseurs réactionnaires voudraient qu'on cesse de parler de l'esclavage atlantique et qu'on parle notamment en particulier davantage de l'esclavage en terre d'islam. Bon. D'une certaine façon, notre livre, parce qu'il défend un comparatisme tout azimut, pourrait donner du grain à moudre à ce type de discours, puisqu'on montre l'immense diversité du fait esclavagiste par-delà le monde atlantique, en Asie, en Afrique précoloniale, par exemple. Il s'agit effectivement de provincialiser, d'une certaine façon, l'esclavage atlantique. Donc il pourrait dire l'Occident n'a pas à se sentir particulièrement coupable, puisqu'il a pratiqué en réalité ce que toutes les autres sociétés ont pratiqué
au cours de leur histoire. Solidalement pas de notre point de vue. Et je ne partage pas du tout cet agenda politique, je suis même radicalement opposé. Je crois que le travail comparatiste, loin d'annuler les différences, au contraire, met en lumière les contrastes et il met en lumière la singularité monstrueuse de la traite et de l'esclavage atlantique, dont certains traits, je pense à la situation impériale et coloniale, je pense évidemment à l'ordre de la race, qui, à mon avis, est une spécificité du régime atlantique. Bon, mais ça peut être un objet de discussion, mais à mon avis, c'est des éléments qui sont uniques. Et en même temps, la démarche comparatiste conduit plus encore à spécifier et à affiner notre compréhension des différentes configurations esclavagistes issues de la conquête des Amériques et qui sont elles aussi soumises à la comparaison. Et de ce point de vue, on pourrait ajouter aussi qu'une autre exception se dessine en miroir de la situation atlantique ou de la situation coloniale européenne. Et cette autre exception, c'est celle des sociétés de l'Antiquité gréco-romaine. Leur étrangeté relative apparaît dès lors qu'on les observe à la lumière d'autres sociétés anciennes ou antiques. Je pense au royaume de Marie ou à la Chine du livre. On peut passer. Parce que si la Grèce et Rome, et de ce point de vue-là, si la Grèce et Rome sont deux fois le passé, c'est-à-dire le passé réel d'une partie de l'Europe, mais aussi son passé rêvé, c'est-à-dire une source d'inspiration qui est toujours susceptible de s'actualiser au cours de son histoire. En tout cas, dans l'histoire européenne, c'est comme ça que ça a longtemps été vécu, représenté. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il faut à la fois considérer le rôle essentiel, matriciel de la structure esclavagiste antique dans l'histoire des sociétés occidentales, bien après la disparition de l'Empire gréco-romain, mais il suffit de penser par exemple au rôle du droit romain dans la construction des codes coloniaux, ou du rôle du droit romain dans les droits musulmans jusqu'au XIXe siècle. Mais il faut aussi être sensible, et c'est une idée qui me tient à cœur, à la façon dont l'héritage esclavagiste antique ne cesse d'accompagner, à la manière d'un membre absent, certaines des réalisations les plus admirables que ce monde antique nous aurait léguées et dont nous serions les dépositaires. Et qu'est-ce qu'on entend aussi par ce nous? Je veux dire par là que quand on rêve de ce qu'a été, quand on pense à ce qu'a été le legs de la démocratie ou de la philosophie ancienne dans l'histoire européenne, où il faut toujours avoir en tête ce que c'est, évidemment, ces régimes, mais aussi cette tradition culturelle doit à l'institution esclavagiste. Et maintenant, dans un dernier temps, et pour montrer maintenant la pertinence de cette approche comparatiste morphologique au sujet de l'esclavage gréco-romain, je voudrais prendre un exemple qui est celui des formes d'organisation du travail servile. C'est un thème a priori assez technique, mais je pense que ça permet en fait de poser des questions assez larges à l'esclavage gréco-romain. Bon. Prenons le cas d'Athènes à l'époque classique. On sait qu'une des originalités de l'organisation du travail à Athènes, au regard de nombreuses sociétés esclavagistes de l'âge moderne, tient tout simplement au fait que les esclaves, qu'ils travaillent dans les exploitations agricoles, au sein des ateliers artisanaux, ou dans les boutiques, ou sur les navires, il n'y avait aucune activité économique qui était interdite aux esclaves en raison de leur statut servile. À l'exception de quelques secteurs d'activité délimités, le statut légal des individus
ne déterminait aucunement une position spécifique dans l'organisation du travail. Toutefois, si on entre dans le détail, on pourrait dire qu'il y a deux grands modes d'exploitation du travail servile. Le premier relève de l'exploitation directe, c'est-à-dire un esclave travaille sous les ordres de son maître ou d'un de ses intendants, et c'est la configuration qui réalise de façon exemplaire l'appropriation esclavagiste, par laquelle la jouissance des fruits du travail de l'esclave est indissociable de la propriété qui pèse sur l'intégralité de sa personne. Le second mode d'exploitation relève de la gestion indirecte. Le maître, dans ce cas-là, tire un revenu ou une rente régulière du travail de son esclave. Et le phénomène était massif à Athènes, comme l'ont relevé les auteurs anciens. La transformation de l'esclave de bien producteur en capital susceptible de fournir un revenu régulier est un phénomène remarquable. Max Weber avait insisté déjà sur la nouveauté d'une telle mise à profit des esclaves qui ne sont plus l'objet d'une mise en valeur capitaliste en tant que moyen de production, mais comme fonds qui est producteur de rente. Alors, on peut passer. Dans le cas athénien, un maître pouvait louer, par exemple, durant un certain temps, un esclave auprès d'un autre maître dans un atelier ou sur une exploitation minière en échange d'un revenu, d'un mistos. C'était un phénomène massif, absolument massif. Mais il pouvait aussi placer un de ses esclaves à la tête d'une boutique ou d'un atelier, en échange de quoi celui-ci lui versait un revenu régulier, l'apophora, tout en jouissant d'une certaine autonomie dans la conduite de l'établissement sur lequel il était placé et dont il pouvait tirer profit. Alors, la portée de ces distinctions et ces formes d'exploitation indirecte a souvent été négligée par les historiens, et il me semble que le détour comparatiste permet justement d'éclairer cette réalité en même temps qu'elle invite à poser d'autres questions sur l'esclavage antique. Par exemple, sur le cas des esclaves qui versent une rente régulière à leur maître, de nombreux historiens, en particulier américains, en ont fait quelque chose d'exceptionnel qui traduirait la générosité des Athéniens envers leurs esclaves. Il aurait existé à Athènes des business slaves et des esclaves parfois riches, et sur ce point au moins, il y aurait une exception athénienne qui serait inséparable du fait démocratique, de l'invention de la démocratie. Cette approche, on la trouve par exemple chez quelqu'un comme Édouard Cohen, et l'idée c'est que ça permet de laver la démocratie athénienne de la tâche que représente l'esclavage. C'est-à-dire que les Athéniens ne seraient pas si esclavagistes que ça. Or, le comparatisme montre bien la régularité dans l'histoire de ce type d'organisation du travail servile. Il s'agit en réalité d'une institution spécifique propre à de très nombreuses sociétés esclavagistes. On la retrouve dans des contextes aussi différents que ceux du califat de Sokoto au XIXe siècle, le mourgou étant cette rente que verse l'esclave à son maître. C'est aussi ce qu'on retrouve à travers l'institution du muhataba dans l'Empire ottoman de l'époque classique, par lequel l'esclave s'engage à verser une rente régulière à son maître liée à l'exploitation d'un atelier ou d'une boutique en l'échange d'un affranchissement à terme. Et je crois aussi qu'on peut aussi mentionner les esclaves de rapport des villes brésiliennes du XIXe siècle qui paient une rente régulière à leur maître, qui jouissent d'une véritable, qui disposent d'un pécule et qui jouissent d'une véritable autonomie légalement reconnue pour conduire toute forme d'affaires. Et les contrats qu'ils rédigent en leur nom, dans ce cas-là, ont une valeur légale et leur activité est enregistrée par les autorités municipales qui peuvent autoriser ou pas leur travail. Bon. Dans les trois cas que je viens de mentionner, entre lesquels aucune forme de généalogie
n'est vraiment pensable. Il est bien question d'un accord passé entre le maître et son esclave, valide en droit, et qui peut constituer la base d'un recours devant les tribunaux. En ce sens, il s'agit bien d'une relation contractuelle valide en droit, engageant un maître et son esclave. Alors, si on prend comme modèle, si on prend comme référence disons, ces modèles pour revenir sur le cas athénien, on voit bien d'abord que l'examen comparatiste permet d'éclairer certaines configurations documentaires du monde grec. J'ai par exemple tenté de montrer que le système du mukhataba, donc qui existe dans le droit musulman et qui est particulièrement développé dans le monde ottoman, mais qui existe en fait très précocement dans le droit musulman, on en trouve des traces dans le droit athénien de l'époque classique, c'est-à-dire un système d'affranchissement à terme par lequel l'esclave est libéré au terme de plusieurs années de travail. Mais d'une certaine façon, la question surtout que suscitent ces différents dispositifs, si on les compare à la situation ou au cas attesté à Athènes, est celle de la reconnaissance en droit de la personne de l'esclave et de la responsabilité relative de la part du maître et de l'esclave. Et je crois que de ce point de vue-là, en fait, on peut montrer qu'il y a bien une spécificité athénienne à cet égard qui tient en fait à la responsabilité du maître à l'égard des actions de son esclave. Cette responsabilité étant de type tout à fait illimité, comme l'indique une loi attribuée à Solon et qui est mentionnée dans un plaidoyer d'Hypéride. Cette loi stipule donc que le maître est responsable de toutes les fautes et de toutes les dettes, en réalité, parce que dans le plaidoyer, il est question de dettes engagées par son esclave. On comprend donc que si un esclave à la tête d'une boutique, comme les esclaves que j'ai mentionnés, contractait une dette, c'est le maître qui était tenu responsable, l'esclave ne jouissant d'aucune personnalité juridique. On était donc dans une forme de responsabilité illimitée de la part du maître, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pécule à Athènes n'existe pas. Et ça le distingue évidemment d'autres sociétés. Bon, je crois que cette question, qui est un peu technique en apparence, parce qu'elle relève vraiment du droit athénien de l'époque classique, engage une autre question. Cette question, c'est celle du montage institutionnel qui associe autour de la question de la représentation le politique athénien et le phénomène esclavagiste. Je crois en effet que l'illimitation de la responsabilité du maître peut être rapportée à l'absence plus générale de toute forme de représentation au fondement même du régime démocratique athénien. Je m'explique. Dans l'Athènes de l'époque classique, le lien entre le peuple et ses magistrats n'est pas un lien de représentation au sens moderne. Les magistrats ne reçoivent aucun mandat, ils sont membres à part entière du peuple, du démos, ils demeurent toujours sous son contrôle et peuvent être personnellement responsables des actions commises dans le cadre de leurs fonctions. Sur la scène judiciaire, il n'existe aucune règle qui organiserait une présence indirecte des parties ou des témoins dont la présence lors d'un procès est indispensable. Les parties sont à chaque fois censées prendre elles-mêmes la parole pour se défendre ou accuser, et si un citoyen absent de la cité peut témoigner, alors dans ce cas-là, son témoignage sera rédigé par écrit puis transféré à un homme libre qui en sera responsable légalement. Bon. Tout ça, ce que je veux dire ici, c'est que le refus de la représentation est au cœur de l'anthropologie démocratique de l'Athènes classique. Le politique athénien ignore la représentation et c'est ce qui le distingue le plus radicalement de notre expérience du politique. Or, je crois que cela a à voir avec l'esclavage. Je ne peux ici
que résumer une démonstration que j'ai essayé de développer ailleurs. Mais mon idée, c'est que des individus agissent pour autrui dans la cité. Cela va de soi, très couramment, dans de nombreuses actions, évidemment. Pour identifier les formes de cette action par médiation d'autrui, il convient toutefois de distinguer deux ordres de réalité. Je veux dire que la représentation existe bel et bien au travers de l'ensemble des rapports de dépendance statutaire par lesquels un citoyen en venait à agir pour le compte d'autrui, qu'il s'agisse de mineurs, d'étrangers, d'affranchis ou de femmes de statut libre, d'épouses. D'une certaine façon, la cureia, donc entre un homme et son épouse, pour le dire vite, est le lieu d'une représentation, dans la mesure où le curios agit au nom ou pour le compte d'une femme qu'il représente. Mais c'est une représentation imparfaite. Et c'est dans le sens où le représentant existe séparément du représenté. Et je pense que si la représentation est inconnue dans l'espace du politique, c'est entre le maître et son esclave que la représentation, dans les actes courants de la vie, s'accomplit de manière parfaite. Que l'esclave agisse pour le compte du maître, ou que le maître en vienne à figurer pour l'esclave dans certaines sphères du droit, il s'agit dans ce cas-là d'une représentation qu'on peut dire intégrale, une représentation qu'on peut dire parfaite. Mais on voit bien du coup le problème, c'est qu'au travers de l'institution esclavagiste, la représentation existe au prix de la non-existence en droit du représentant, qui n'est que le prolongement du représenté, puisque l'esclave n'est pas une personne juridique. Et je pense que si l'institution esclavagiste est le lieu d'une forme de représentation intégrale, la représentation parfaite est impensable entre deux hommes libres. Et il s'agit en fait d'une même configuration normative. C'est-à-dire que le modèle esclavagiste offre le modèle idéal de toute action par médiation d'autrui, si bien que la relation de représentation entre deux hommes libres ne peut se concevoir que sous la forme d'une dépossession, d'une aliénation. Si l'esclavage est le lieu dans lequel une représentation parfaite s'accomplit, son existence empêchait, en même temps qu'en droit, existe une forme de représentation entre libres, l'action par la médiation d'autrui se réalisant au prix de sa dépossession. En d'autres termes, le régime de représentation parfaite qui s'accomplissait dans la relation entre un maître et un esclave avait pour corollaire le refus de toute forme de représentation qui puisse lier entre eux deux hommes libres. Et donc, seule la décomposition de l'institution esclavagiste aurait pu conduire à l'élaboration des formes légales d'une représentation parfaite entre libres. En cela, je pense, l'institution esclavagiste était indissociable de l'expérience démocratique athénienne. Elle lui a donné, d'une certaine façon, sa forme. Bon, voilà, je voulais juste donner un exemple d'une manière de pratiquer, disons, le comparatisme que j'appelle morphologique, ici autour de la question du lien entre l'esclavage et la question de la représentation, mais pour montrer à la fois les vertus de ce comparatisme morphologique qui, à mon avis, offre la possibilité de combler certaines hypothèses fondées sur l'analogie, mais qui permet surtout d'ouvrir de nouvelles directions de recherche qui sont suggérées par la comparaison. Et donc, de reposer des questions de nature plus générale sur les sociétés antiques. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai voulu montrer, c'est interroger de façon neuve, dans le cas d'Athènes, le lien entre esclavage et démocratie. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, j'ai été un peu long, un peu plus long que ce que j'aurais voulu. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paulin. Votre conférence a été formidable.
pour nous, ici à l'université, et spécialement aux spécialistes d'esclavage.